Je suis Anna Winter. Je vous remercie de vous joindre à nous pour cette discussion. Vous êtes maintenant sur le panel qui s'appelle la puissance des données géospatiales pour l'élimination du paludisme. Je serai votre modératrice et je serai rejointe par des collègues et collaborateurs de l'Université de Johns Hopkins, USAID, CDC et PASS. Je vous remercie à nouveau d'être présent et je souhaite la bienvenue à nos panélistes. Avant de commencer, je voudrais faire une petite présentation sur notre conversation qui se concentre sur le monde entier et l'expansion de nombreux outils numériques, l'imagerie satellite, l'amélioration des modèles spatiaux et l'urgence médicale comme contexte. Donc, être actif au niveau régional ou local est clé. Pour ceux qui ne sont pas épidémiologistes dans le paludisme, cette maladie est répandue par des vecteurs, des moustiques, et se repose sur de nombreuses caractéristiques environnementales. Par exemple, plusieurs vecteurs médicaux moustiques ont besoin d'un certains environnements pour se reproduire. Si on sait où les gens se trouvent, où sont les populations, on peut utiliser ce type de données, les prendre à partir d'une plateforme pour comprendre quels sont les domaines, les zones les plus à risque pour pouvoir déployer stratégiquement et déployer des mesures de préventives, que ce soit avec les moustiquaires ou des sprays. Afin d'étendre un petit peu plus la discussion, je voudrais présenter, avant de présenter notre panel, je vais vous donner un exemple. L'exemple de la pensée John Snow et la pompe de Broad Street au service du paludisme. L'histoire est cruciale. C'est un exemple type dans l'épidémiologie. Et essayer de trouver dans l'histoire, par le passé, où était ce foyer de choléra. Là, une photo de la nature nous aide à comprendre la nature en l'occurrence, de la transmission du paludisme. Ici, vous voyez une série de foyers, les habitats pour les vecteurs avec les marécages alentours, et quelquefois ces points chauds sont assez loin des zones de diffusion. On voit ici un modèle spécial qui a été développé pour détecter la probabilité avec une fonction de distance de ces foyers. Et puis, pour un autre faisceau de données, ici, l'image d'imagerie satellitaire permet de voir où les risques potentiels avec les végétations sont. Toutes ces données combinées permettent d'avoir un modèle spatial plus clair qui prédit l'incidence mensuelle.
dans les populations qui pourraient être sujettes à des interventions spécifiques. Lorsque l'on apporte ce contexte géospatial, ces données, on peut comprendre davantage les risques de transmission les plus élevés et comment activer les campagnes sanitaires, cibler les interventions et utiliser au mieux les ressources d'intervention. Aujourd'hui, nous allons entendre le Dr Matt Murphy, Kafula Silumbe, Dr Arantxa Roca, le Dr William Moss. Ces personnes seront présentées plus en détail au moment de leur intervention. Tout d'abord, je voudrais présenter le Dr Matt Murphy, qui travaille auprès de l'initiative américaine de la santé publique. Il a un doctorat en santé. Avant de rejoindre son poste actuel, il était basé au Kenya et au cours des 16 dernières années, il a travaillé pour CDC dans le contrôle de santé pour l'Afrique et l'Asie. Il a travaillé 5 ans en Éthiopie où il a fourni des stratégies pour soutenir les équipes nationales pour optimiser l'utilisation des données du paludisme pour une meilleure intervention. Matt, vous avez à présent la parole, 7 minutes, et je serai là pour vous rappeler à l'ordre. Bonjour à tous, merci de me donner la parole aujourd'hui. Je fais partie de l'équipe d'information pour le programme PMI. Il a commencé en 2021 pour mettre fin au paludisme plus rapidement. PMI est une initiative multi-agence qui travaille avec l'US-CDC. La PMI a récemment produit un rapport, un plan stratégique 2021-2026 pour atteindre les laissés pour compte, renforcer les systèmes de santé communautaires, maintenir la résilience des services de lutte contre le paludisme, investir localement et adapter les services de lutte contre le paludisme, former des partenariats nationaux, innover et diriger pour utiliser les outils et optimiser les systèmes. Il est clair que une haute qualité de données est importante pour parvenir à atteindre nos objectifs. Nous comprenons le besoin de pouvoir utiliser les fonds pour atteindre un contrôle optimal du point de vue programme. Nous utilisons des informations pour évaluer les risques si les populations sont atteintes. Et pour donner quelques exemples d'utilisation, une augmentation d'individualisation des programmes, identifier les besoins des travailleurs sur place, sur le terrain, tester et traiter le paludisme, organiser des campagnes de
vaccination et améliorer la qualité des données par l'utilisation des outils numériques. Avec notre groupe de panélistes, nous allons discuter en détail certains points. Je voudrais en souligner quelques-uns. Chaque année, chaque PMI organise des plans pour planification opérationnelle de la lutte contre le paludisme. Essayer d'identifier les domaines qui ont besoin d'une intervention et avec les écarts et les déficiences. Nous utilisons le type Ce site montre un autre exemple lorsque l'on doit prendre des décisions. Ce niveau de détail est très important pour être réactif et optimiser la réaction. Cela représente une cartographie de haut niveau avec des activités de surveillance et de contrôle et de répartition des activités. En comparant cette carte avec d'autres, nous pouvons identifier les besoins les plus criants. Ici, vous voyez la stratification d'il y a 2 ans. J'ai vécu 5 ans en Éthiopie. La stratification est très utile. Elle nous permet d'identifier les populations à haut risque. Je sais que s'il s'agit d'une conférence sur l'élimination, et donc l'image sur la droite montre à quel point une identification précoce permet de créer une stratégie nationale en utilisant ces cartes pour développer des stratégies et allouer les bonnes ressources. Ici, vous voyez des planifications des interventions pour guider les gîtes potentiels de moustiques. Je voudrais maintenant décrire la plateforme MDive du PMI, le tableau de bord interactif qui permet de visualiser les données. Cette plateforme incorpore de nombreuses données. MDive inclut une illustration épidémiologique des données financières qui permet d'identifier les tendances pour une bonne allocation des ressources. La plateforme est utilisée comme un outil potentiel pour identifier le fardeau du paludisme. On peut examiner les tendances au fil du temps. L'utilisateur peut choisir comment visualiser les données, l'utiliser pour un diagnostic, cartographie par différents niveaux d'administration, choisir une fenêtre de temps. Et si vous êtes particulièrement intéressé par une région ou un district dans un pays, vous pouvez vous concentrer sur cela. Ici, vous avez l'évolution des précipitations par province et des cas confirmés. Vous avez des mesures d'élimination par pays avec des informations sur les tests, les incidences, les priorités et il y a aussi également une visualisation des fournitures. Voici la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Matt. Nous aurons quelques questions plus tard, mais pour le moment,
je voudrais vous présenter le docteur Kafula Silumbe, le directeur de l'équipe de Zambie pour PAS Maseka. Il a travaillé dans de nombreux programmes de planification, de mise en œuvre, l'utilisation de technologies et la préparation aux épidémies. Il se concentre sur la politique de santé publique de l'Université d'Arizona. Nicolas, nous le connaissons depuis bien longtemps et vous avez la parole pendant 7 minutes. Bonjour à tous. Et je vais faire mon exposé et partager avec vous notre expérience en Zambie pour améliorer les efforts d'élimination du paludisme par l'utilisation de données géospatiales. Pour contextualiser, la Zambie a œuvré sur ce programme depuis 2005 et nous avons travaillé avec le programme pour tester les différentes forces des données, renforcer le flux des données sur le paludisme et mobiliser de nouveaux partenaires pour étendre ce qui fonctionne. Bien sûr, nous avons beaucoup investi dans l'utilisation de données géospatiales granulaires pour soutenir la planification et la mise en œuvre de programmes de lutte contre le paludisme qui soutient les objectifs de la stratégie nationale. Nous avons travaillé sur différentes campagnes nationales, essentiellement sur les lieux résidentiels, mais nous avons créé des couches de données géospatiales de base pour aider la planification des programmes de lutte contre le paludisme. Nous voulions améliorer la micro-planification et la prestation des services pour l'intervention. Et bien sûr, nous voulons assurer que la capacité du personnel des établissements de santé et des districts à utiliser, même pour les communautés, à utiliser les données spatiales dans la prise de décision. Nous utilisons des outils géospatiaux mobiles clés sur le terrain pour améliorer l'efficacité du programme en assurant une couverture élevée et en atteignant le dernier kilomètre. Et pour finir, une fois que les analyses ont été recueillies, nous voulons nous assurer que nous pouvons identifier les lacunes qui permettent de comprendre l'impact et améliorer les politiques basées sur ces données qui sont collectées. Je vais vous donner 2 exemples qui montrent comment les données géospatiales ont été utilisées pour améliorer la prestation des soins et puis un exemple sur atteindre l'efficacité grâce aux techniques mobiles. Cette carte a été générée pour la campagne précédente de 2021. Il s'agit du district de Gwembe avec une cartographie géospatiale pour identifier les zones pour utiliser les pesticides. Ici, il s'agit d'une carte un peu plus détaillée par rapport à celle que je vous ai montrée. Vous voyez les points verts qui indiquent les foyers traités et les jaunes sont ceux qui ont été ciblés mais qui n'ont pas eu leur pulvérisation.
et cela permet d'identifier les défis pour atteindre ces structures et de permettre aux équipes de voir, de visualiser à un niveau local et pouvoir établir une stratégie de déploiement, pas seulement sur la pulvérisation, mais aussi sur des interventions comme les moustiquaires. L'exemple numéro 2 porte sur la technologie mobile, un outil que nous appelons Reveal avec les partenaires Acros, qui permet de déployer des équipes et suivre l'évolution de la campagne au niveau local en ce qui concerne la pulvérisation. Avec Reveal 2, nous voulions nous assurer qu'il n'y avait pas de doublons et une fois que les structures avaient été pulvérisées, il était possible de suivre ainsi les équipes et le travail qu'ils effectuaient. Et bien sûr, le suivi en ligne aide les collecteurs de données à voir les maisons qui ont été pulvérisées et les foyers qui ont refusé cette pulvérisation. Avec ces outils, nous avons deux versions de Reveal. Nous avons le Light Touch Reveal pour s'assurer que les équipes visitent les zones prioritaires. Et puis, il y a le Reveal complet qui, lui, assure une couverture élevée dans les zones opérationnelles des districts populaires. Donc, deux types d'approches pour s'assurer qu'il y a un système de base qui capture le travail des équipes dans les zones d'intervention. Ceci vous donne un aperçu de la manière dont les données sont utilisées. Chaque graphe, Full Reveal, Reveal complet ou Light Touch, vous montre les structures totales dans cette zone spécifique, combien sont ciblées, combien sont actuellement visitées et celles qui sont pulvérisées. Cela vous donne une indication où il y a des écarts avec les flèches rouges et où, lorsque l'on planifie un retour, vous pouvez vous concentrer sur les endroits où vous aviez pu travailler et établir la même stratégie ou en changer. Les points essentiels à retenir, c'est permettre de collecter les données de maison en maison plus spécifiquement. Bien sûr, lorsque vous avez des données spatiales, et puis permettre d'avoir des données les plus proches des communautés pour prendre des bonnes décisions. Et puis, les outils mobiles peuvent contribuer à garantir la mise en œuvre efficace des microplans et à maximiser l'impact de l'argent dépensé. Et c'est ainsi que j'en finis avec ma présentation et je vous redonne le micro, Anna. Merci beaucoup, Kafula. Il est possible que dans votre Q&A, les questions et réponses, vous allez voir des questions
auxquelles vous pourrez répondre. Maintenant, passons à notre intervenante suivante, Alexa Roca Feltre. Arantxa a fait ses études à l'école de Liverpool sur les maladies tropicales. Elle a 15 ans d'expérience au niveau du contrôle du paludisme et de son élimination dans différents pays africains ainsi qu'en Asie. Elle a également soutenu des programmes sur le paludisme en fournissant une assistance technique. Elle a également soutenu activement l'établissement du système d'évaluation et de suivi qui a permis en fait meilleur système d'alerte et de réponse. Elle a aussi contribué à renforcer la surveillance et plus récemment au Mozambique. Je pense que c'est ce qu'elle va nous dire aujourd'hui, son expérience donc au Mozambique. Merci beaucoup. Juste pour dire qu'il s'agit d'un événement important et c'est un plaisir pour moi d'en faire partie. Alors, comme le montre cette diapo, je vais vous donner donc une introduction d'une étude de cas, comment nous avons utilisé les données afin d'informer par rapport aux prochaines étapes à entreprendre, notamment pour identifier des interventions ciblées dans la ville de Maputo au Mozambique. Alors, le contenu de cette présentation s'articule comme suit. Je vais tout d'abord donner un contexte. Je vais parler du paludisme urbain dans la ville de Maputo, le malaria donc dans un contexte urbain et aussi le besoin d'avoir des données plutôt granulaires. Quelles sont les approches géospatiales associées? Nous allons voir comment on peut informer différentes interventions ciblées et je vais brièvement parler des résultats clés que nous avons trouvés ainsi que les prochaines étapes à entreprendre. Alors, juste pour vous donner un contexte, le Mozambique, qui apparaît ici sur la carte à droite de cette diapo, a connu des taux élevés d'hétérogénéité en ce qui concerne la transmission du paludisme. Cette carte montre la prévalence qui est variée avec des forts taux de transmission dans le centre et le nord du pays. Comme vous pouvez le voir aussi sur ce graphique, certaines régions spécifiques dans le sud du pays constatent des diminutions de la prévalence du paludisme au fil du temps. Il y a, par exemple, des zones où il y a moins d'1% de prévalence de paludisme. C'est donc un sujet qui tombe à pic aujourd'hui. Comment est-ce que certains pays qui sont en phase de réduction, quelles sont les expériences et comment on passe cette période de transition vers l'élimination et comment différents systèmes peuvent être adaptés afin d'informer ces stratégies d'élimination du paludisme? Alors, dans ce contexte, le programme de contrôle national sur le paludisme a donc renforcé les composantes de surveillance pour s'assurer que la qualité des données, l'utilisation des données sont adaptées et efficaces pour tous les types de transmission, pour toutes les intensités de transmission ainsi que tous les besoins en termes d'intervention. Alors, en ce qui concerne cette évaluation géospatiale, afin d'évaluer en fait les tendances temporelles et spatiales, là où il y a des signalements de malaria, eh bien, ils ont identifié des zones où le malaria est endémique, où la transmission est locale, ainsi que des zones où la transmission est probablement due à une importation. L'objectif, c'est aussi de pouvoir fournir des recommandations pour une mise en œuvre future. Alors, juste pour parler de la méthodologie, cette approche essaye en fait d'adapter la problématique, l'utilisation problématique du système de surveillance actuel. On veut que ce système soit plus efficace, inclut davantage d'informations primaires dans le domaine de l'élimination à long terme. On a examiné les cliniques de santé dans la ville de Maputo et nous avons introduit
un formulaire de notification, de signalement qui était au début basé sur le papier, qui a recueilli des informations concernant la démographie, par exemple, ou alors le lieu de résidence. Le lieu de résidence avait pour objectif d'avoir le lieu de résidence ou le point le plus proche, le point d'intérêt le plus proche a été ensuite enregistré sur ce formulaire. Ensuite, nous avons regardé sur Google Maps afin d'identifier cette géolocalisation. En ce qui concerne l'analyse des données, eh bien, nous avons examiné, donc, nous avons effectué une analyse descriptive, nous avons essayé de visualiser les tendances, nous avons voulu identifier les domaines potentiels, les zones potentielles de transmission résiduelle. Nous avons aussi essayé de visualiser les tendances ainsi que les composantes géospatiales. Alors, le premier élément qui, d'après moi, est important, c'est important à souligner, à chaque fois que nous faisons une adaptation du système de routine, c'est important de voir si les nouvelles données sont recueillies d'une façon efficace. Et donc, il a fallu aussi examiner les manquements et la distribution des manquements des données sur ce formulaire partout à travers les différents centres de soins. Nous avons recueilli autour de 2000 données sur le paludisme à partir de différents patients de novembre 2019 jusqu'au mois d'août 2021. Et cette analyse a donc été effectuée. Cette analyse a mené en fait à l'établissement de tendances SS. Nous avons établi les manquements des données afin d'établir la nature programmatique de ce recueil de données, l'utilisation de cela, vous pouvez le voir à l'écran. S'il y a un questionnaire en fait basé sur le papier qui a en fait montré des manquements au niveau des données. Cependant, ce que vous ne voyez pas, il y a en fait un schéma au niveau des manquements de ces données. Il y a des informations géospatiales versus des informations qui n'étaient pas là, qui nous a permis en fait de continuer avec une analyse géospatiale et temporelle. Alors, ce diapo montre en fait la distribution selon l'âge des cas de paludisme divisé par genre, que vous pouvez voir ici selon différentes couleurs, donc jaune pour les hommes et violet pour les femmes, mais aussi la distribution par rapport à l'historique, c'est-à-dire il y avait des personnes qui, au cours des mois précédents, n'avaient pas signalé. Et presque 65% des cas signalés, cela pourrait être une indication des infections qui sont importées dans la ville. Et donc, c'est une sous-catégorie. Et c'est important et intéressant de voir aussi que la distribution d'âge, selon l'âge de ces cas, est intéressante à voir selon ces différents schémas de déplacement. La majorité des cas ont été observés auprès d'enfants jeunes ou alors d'adultes en âge de travailler. Et donc, il y a aussi quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans. Prochaine diapo. Cette diapo montre en fait la distribution géospatiale des cas. Certains cas, un nombre de cas sont virales. Ici, on peut voir le niveau d'administratif le moins élevé, c'est-à-dire un quartier. Et ensuite, il y a bien sûr l'historique donc des déplacements ou alors les déplacements rapportés. Alors ici, on peut voir que ce sont les différents points d'intérêt. Il y a le nombre de cas de malaria
Et vous pouvez voir ici les cas qui sont distribués dans les villes et vous pouvez voir une charge plus élevée de cas de paludisme dans cette région qui est plutôt au nord. Et vous pouvez voir que cela est aussi représenté au fil des différentes saisons, comme vous pouvez le voir ici sur ces diapos, mais aussi lorsque vous comparez cela parmi ceux qui se sont déplacés, il y a donc différents schémas qui sont observables. Par exemple, si vous regardez du côté droit, sur ce graphique du côté droit, vous voyez la partie sud de la ville. Eh bien, la majorité des cas qui sont géolocalisés dans cette zone ont signalé avoir s'être déplacés au cours du mois précédent, ce qui peut être une indication donc d'un niveau de transmission dans cette zone. Alors, la charge, comme je le disais tout à l'heure, peut être concentrée dans différentes parties de la ville, mais cela était plus élevé dans le reste des quartiers, partout à travers les différents systèmes ici de transmission, comme vous pouvez le voir sur la diapo au niveau de la distribution. Il n'y avait pas de différence qui ont été observées au niveau des cas qui ont rapporté, qui ont fait état de déplacements récents. Alors, ici, en termes d'analyse géospatiale, eh bien, cette diapo montre comment est-ce que la collecte d'informations spatiales granulaires au niveau, par exemple, des cas de résidence augmente la puissance analytique pour pouvoir mieux observer les tendances. Et donc, on peut voir ici qu'il y a les couleurs qui représentent le nombre de cas qui ont été signalés au centre de santé. Cela nous donne donc une idée d'origine de l'endroit où les cas se concentrent. Et donc après, si vous regardez par exemple les informations plus granulaires, si vous regardez la localisation des centres de santé que l'on peut voir signalés par les points noirs, représente en fait le nombre de cas qui ont été signalés, mais aussi avec la couleur de chaque quartier. Cela représente le nombre de cas qui ont été signalés et qu'on a donc décelés dans chaque quartier. Et cela nous donne en fait des informations plus précises par rapport à la distribution des cas. Évidemment, les options plus granulaires qui apparaissent sur le graphique C montrent les centres de santé, ensuite les points noirs. Il y a aussi les cas géolocalisés jusqu'au lieu du foyer de la résidence. Il y a donc la capacité, le moyen de pouvoir préciser les informations au niveau des différents cas observés et l'objectif de l'étude spécifique, c'est de mieux comprendre quelle serait l'amélioration optimale qui pourrait justement faciliter la prise de décision dans ce contexte urbain particulier. Alors ici, nous pouvons voir donc un résumé des principaux résultats. Malgré les données manquantes, significatives d'ailleurs, eh bien, la collecte de données additionnelles a permis de fournir un aperçu plus granulaire des tendances spatiales au niveau de la prévalence de malaria dans la ville de Maputo. Et cela a été supérieur à ce que nous a fourni les données de routine. Les étapes clés prochaines qu'on pourra examiner au sein des programmes nationaux vont examiner les quartiers du nord-est qui vont ensuite tenir compte d'informations de surveillance pour mieux comprendre la dynamique dans cette région particulière. Ensuite, nous pouvons voir les recommandations et donc cela examine les données épidémiologiques minimum qui seront importants pour les pays qui veulent faire cette transition de la notification de signalement de cas, particulièrement qui veulent passer au niveau géospatial, ces options qui pourraient être importantes pour cette transition, afin qu'on puisse avoir, par exemple, le quartier ou même le niveau administratif le moins élevé. Je pense que l'une des recommandations clés à partir de ce groupe,
On a examiné, par exemple, les avantages de l'examination de ce niveau granulaire le moins élevé, c'est-à-dire les données qui vont jusqu'à la résidence. Et cela pourrait être bien sûr un peu compliqué en tant que première étape pour pouvoir faire cette transition pour ces pratiques de signalement. Et peut-être qu'une information qui englobe les informations ou les données concernant le quartier peut être suffisant pour cette perspective. Une recommandation: comment est-ce que les plateformes de collecte de données numériques pourraient accélérer ces processus? Donc, je pense que c'était ma dernière diapo. Juste une dernière chose, c'est de remercier tous ceux qui ont participé à cette étude, MSCP au Mozambique, le consortium sur le paludisme et le docteur Gillian Stressman qui a dirigé cette analyse. Merci. Merci beaucoup, Arantxa. J'ai beaucoup apprécié vos recommandations et comment vous avez pensé aussi aux différents niveaux et comment est-ce que cela nous permettra d'avoir des informations pertinentes. Alors, nous allons maintenant passer à notre dernier intervenant. Et ensuite, nous prendrons nous nous arrêterons pour avoir une discussion de panel. Alors, Dr. William Moss, directeur exécutif du Centre de l'accès à la vaccination internationale, vice-directeur aussi de l'Institut de recherche sur le paludisme Johns Hopkins. Il a eu une formation dans le domaine des maladies infectieuses. Il a travaillé en Afrique dans plusieurs pays. Et il s'intéresse à l'épidémiologie, contrôle des infections pédiatriques dans différents pays. Il se concentre sur l'épidémie VIH. Bon, je pourrais continuer encore, mais Dr. Moss, nous apprécions beaucoup votre présence parmi nous aujourd'hui. Nous respectons votre travail. Merci beaucoup et bienvenue. Je salue tous les participants. C'est un plaisir pour moi de participer à ce symposium fascinant. Alors moi, je vais vous parler très brièvement de 2 études de cas, de zones problématiques, on va dire, des zones qui s'éloignent un peu de l'élimination et de ce dont on a parlé tout à l'heure. Le travail que je vais présenter est un travail qui est effectué par un grand groupe de personnes sous l'égide des centres d'excellence de l'Afrique du Sud et de l'Afrique ICMR. Alors, l'ICMR de l'Afrique centrale et du Sud travaille sur 4 domaines, mais je vais me concentrer sur 2 de ces domaines. Tel qu'au Mozambique, la Zambie a aussi une transmission de malaria hétérogène avec une prévalence assez basse qui avance vers l'élimination, tandis que dans le sud du pays, il y a des taux de transmission très élevés, ainsi que dans d'autres parties du pays, notamment dans le district Chilonga, j'y reviendrai tout à l'heure. On s'est aussi penché sur le district Mokassa, dans l'est du Zimbabwe. Et je vais parler aussi de la manière dont on peut capitaliser sur ces données géospatiales afin de mieux comprendre la transmission du paludisme transfrontalière. Alors, je vais commencer par la partie nord du Zambie, dans le district un district de forte transmission. La transmission du paludisme se fait pendant toute l'année et on veut justement capitaliser sur les données géospatiales afin de mieux comprendre pourquoi, en fait, ce paquet d'interventions standards pour le contrôle du paludisme a eu un impact limité. Alors, cette diapo, en fait, le chiffre à gauche montre une série de prévalences de parasites qui s'étend de 2012 jusqu'en 2022, sur une période donc de 10 ans. Les barres que l'on voit en travers montrent différents cycles de pulvérisation résiduelle et ensuite l'abondance de vecteurs est montrée ici en violet foncé en bas. Ce que je voulais qu'on retienne de cela, c'est que malgré des cycles de pulvérisation
intérieur. La prévalence parasitique est montrée ici, ainsi que les incidences de paludisme, et cela est demeuré élevé. On n'a pas vu d'impact conséquent de cette pulvérisation en intérieur. Vous avez une carte ici qui utilise l'imagerie satellite. On voit ici le ciblage initial de cette pulvérisation en intérieur dans ce district. En bleu, le bleu, vous voyez ce district du Lake Meru. Et la pulvérisation résiduelle en intérieur est un processus dispendieux. Donc, les cycles initiaux ont été effectués, ont été ciblés autour de ces zones de forte densité de population au bord du lac, avec quelques zones plutôt à l'intérieur du pays. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut capitaliser sur les données spatiales afin de pouvoir guider le moment ainsi que l'étendue spatiale de cette pulvérisation résiduelle en intérieur. Alors, à gauche, je vous montre des cartes de risque qui ont été générées. Et comme Anna l'a dit, cela a été cela montre comment est-ce qu'on peut capitaliser différentes couches, on va dire, de données géospatiales afin de pouvoir créer des cartes de risque qui pourront nous guider ensuite qui pourront guider nos interventions. Et on a capitalisé sur des données épidémiologiques en ce qui concerne la transmission du paludisme issu des centres de santé, des sondages aussi épidémiologiques, ainsi que des données en ce qui concerne l'index de végétation et les cours d'eau. Alors, 2 points. L'un de ces points, c'est que le taux de risque de paludisme s'étend partout sur tout le district. Et deuxièmement, cela ne change pas trop selon la saison sèche ou la saison des pluies. Et cela est dû à l'écologie unique de cette zone. Ensuite, je veux vous montrer un autre type de données géospatiales. Ces données géospatiales ont été générées grâce à des données GPS. Nous avons été en mesure de tracer des schémas de mouvement individuels des bords du lac jusqu'à l'intérieur. Et cela a montré qu'il y avait des personnes, au fur et à mesure que les personnes se déplaçaient, les personnes qui se déplaçaient fréquemment, par exemple des zones agricoles vers le bord du lac pour pêcher, eh bien, ces données suggèrent que la pulvérisation en interne résiduelle doit cibler en fait une partie beaucoup plus vaste de ce district plutôt que seulement les zones du littoral. Et donc, nous travaillons sur l'évaluation de ces effets de pulvérisation résiduelle en intérieur à la fin de la saison des pluies plutôt qu'au début de la saison des pluies. Alors, on peut aussi utiliser la distribution spatiale des cas d'enfants hospitalisés avec un paludisme aigu afin de mieux comprendre où sont les besoins en termes de ressources, quels sont les défis également, ou quels sont les facteurs qui contribuent à l'augmentation de la mortalité due au paludisme. Et très brièvement, cette diapo souligne la létalité de paludisme aigu parmi les enfants hospitalisés au niveau des hôpitaux du district principal et qui montre une mortalité augmentée et qui sont issus d'une communauté qui est d'une certaine distance de cet hôpital. Cela indique donc un besoin pour avoir de meilleures ressources pour pouvoir parvenir à ces enfants et traiter ces enfants à un stade plus précoce et les transporter à des centres de soins appropriés. Donc, il faut capitaliser sur ces données géospatiales afin de pouvoir comprendre des schémas spatiaux et comment cela est lié au taux de mortalité plus élevé chez les enfants. Alors, je vais maintenant passer à un autre district qui se trouve à la frontière du Mozambique. Cela nous montre des cas, détection de cas dans différents centres de santé, similaires à ce que je vous ai montré tout à l'heure pour Chilingé. Ces barres montrent différents cycles
cycle de pulvérisation d'insecticides. Ce qu'on a vu, c'est que les taux de malaria ont diminué avec l'introduction de Actelic, mais ensuite cela a augmenté et a rechuté et on veut comprendre cela. Mais cela montre ici en gris également les patients du Mozambique qui se sont auto-signalés, donc du Mozambique. Et ce qu'on voulait faire ici, c'était de mieux comprendre comment est-ce que ces patients du Mozambique contribuaient à la transmission du paludisme dans la zone est du Zimbabwe. Alors encore une fois, ici, il s'agit d'une carte du district de Mutasa et cela montre que des cartes de risque qui, en fait, capitalisent sur différentes couches d'informations géospatiales, comme je l'ai décrit tout à l'heure pour Chilingwe. Vous pouvez voir ici que le risque de malaria est plus élevé au bord du Mozambique, avec la frontière du Mozambique. Il y a d'autres changements aussi. Il y a des changements au niveau d'élévation. Ensuite, l'élévation chute, ce qui contribue également à ces risques plus élevés ici dans la zone frontalière avec le Mozambique. Nous avons également effectué avec ces données GPS dans notre étude dans le district de Butasa au Zimbabwe. Et encore une fois, vous pouvez voir ici qu'en utilisant ces données GPS, eh bien, il y a des mouvements très fréquents, des mouvements transfrontaliers fréquents. Et on a pu capitaliser sur ces données GPS. Ensuite, avec des modèles statistiques sophistiqués, nous avons pu en fait quantifier combien de transmissions de paludisme transfrontalière, combien est-ce que la transmission transfrontalière du paludisme contribue à l'augmentation du paludisme au Zimbabwe. Et donc, on a pu voir que cela a augmenté jusqu'à 110% chez les personnes qui font état de déplacements transfrontaliers. Alors, les données géospatiales peuvent être utilisées pour mieux comprendre les raisons de la transmission persistante du paludisme. Malgré ces interventions de contrôle, alors il y a le risque spatial, on peut bien sûr comprendre des schémas de mouvement humain et on peut utiliser justement ces schémas de mouvement humain afin de mieux quantifier la transmission du paludisme transfrontalier. On peut utiliser les données géospatiaux afin de mieux identifier les facteurs qui contribuent à la morbidité accrue due au paludisme et la mortalité due au paludisme. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Moss. Nous apprécions beaucoup cette présentation. Je pense que nous avons vu des exemples fantastiques issus de différentes régions de transmission de paludisme, des régions d'élimination. Il y a des régions aussi qui posent des défis. Mais je vous demande maintenant de bien vouloir activer votre vidéo. Il nous reste encore quelques minutes donc pour passer à une session de discussion. Je pense qu'il y a certains points que j'aimerais soulever et avoir vos retours là-dessus. Nous avons entendu que les données géospatiales sont importantes dans de nombreux environnements. Est-ce que vous pourriez commenter là-dessus l'utilisation de ces données géospatiales? Est-ce qu'on peut passer donc d'un environnement qui sera contrôlé vers un environnement où le paludisme sera éliminé? Eh bien, je peux commencer. Je suis sûre que mes collègues ensuite compléteront. Je pense que l'un des points les plus importants, c'est que les pays, au fur et à mesure que les pays ou les communautés passent et s'approchent de l'élimination du paludisme, il faut trouver aussi une solution. Cette résolution des données spatiales sont importantes parce que dans un contexte d'élimination, on essaie d'avoir des petits groupes de transmission, d'examiner ces petits groupes de transmission et les hotspots, si l'on veut. Donc, cette résolution spatiale des données doit devenir de plus en plus précise dans ce contexte d'élimination. Et en lien avec cette question, comment est-ce qu'on peut passer, dans certains cas, c'est un domaine qui est un peu académique. Comment peut-on faire en sorte que ce domaine, qui est un peu académique, passe à quelque chose de plus opérationnel, qui puisse aider les systèmes d'information? Quelles sont les étapes nécessaires sur cette feuille de route qu'on doit examiner en tant que communauté? Eh bien, je peux commencer, je pense que l'une des étapes clés serait de s'assurer
qu'il y a le renforcement des capacités au sein du programme, que les programmes avec lesquels on interagit au quotidien dans le contexte de la gestion de ces données, plus il y a d'outils qui sont développés, eh bien, plus ces outils sont diversifiés, plus on développe de plateformes, eh bien, je pense que la capacité au sein des programmes nationaux doivent être construits sur cette base. Je pense qu'il s'agit d'une interaction avec les outils eux-mêmes, et ce, sur une base plus régulière, pour voir comment est-ce qu'on peut développer les compétences. Les ressources, évidemment, seront nécessaires à la lumière des investissements qui sont nécessaires pour ces types de recueil de données. Et si je peux ajouter, je suis tout à fait d'accord avec Kafoul. Je pense que le renforcement des capacités seront les composantes nécessaires. L'élément, l'aspect durabilité est également très important. On doit tenir compte de l'intégration de ces outils, réfléchir à l'intégration de ces outils, de ces composantes, dans la mesure du possible dans nos activités quotidiennes et dans nos activités de routine. On doit s'assurer que c'est effectivement intégré dans la pratique plutôt que de créer en fait toute une série de pratiques qui va ensuite entrer en conflit avec notre pratique quotidienne. Je pense que ça, c'est un élément très important pour la durabilité, que ces outils soient intégrés dans les activités qui seront ensuite effectuées ou déployées par le personnel de santé. Anna, je peux peut-être aussi ajouter, je suis d'accord avec mes collègues, j'aimerais juste souligner le besoin de se souvenir que les données ne doivent pas seulement passer d'une direction à l'autre. Donc, ces données doivent être également disponibles au niveau local également pour cette fluidité des données est nécessaire. Tout à fait. Merci beaucoup et merci à tous pour ces commentaires. Il nous reste 1 minute. Et donc, j'aimerais remercier tous les panélistes. Je pense qu'il s'est agi d'une session fantastique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je respecte énormément votre travail. Dr Murphy, est-ce que vous pourriez nous donner des commentaires de conclusion, particulièrement en ce qui concerne la feuille de route, ainsi que les prochaines étapes à partir d'une perspective plutôt globale? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par les panélistes aujourd'hui. Et je pense que c'est important de voir le gros tableau dans sa globalité, de travailler avec ces outils. C'est important de faire en sorte que ces outils soient plus durables. Il faut aussi prendre contact avec les institutions académiques et aussi avec les acteurs sur le terrain. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a en fait un fossé entre ce qui est dit, l'académie, après ce qui est fait sur le terrain. Je pense qu'on a besoin de plus de granularité et c'est important aussi que nos données parviennent jusqu'aux décideurs. Et cela est important dans différents contextes parce que chaque contexte est très important si on veut avancer vers l'élimination du paludisme. Merci beaucoup pour cela. Il y a quelques questions qui sont ici dans la messagerie, notamment en ce qui concerne les données GPS, quelles sont les données collectées, peu importe. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cela ou si vous désirez. Je dirais donc aux participants que vous allez recevoir un sondage après cette session. On vous demande de bien vouloir répondre à ce sondage. Encore une fois, merci à tous. Arantxa, Bill, Kafula, Matt, merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup votre travail et nous avons très hâte de pouvoir collaborer davantage avec vous et de poursuivre ces discussions. Merci et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.